Aujourd'hui, on va parler métriques, et surtout comment est-ce qu'on trouve et comment est-ce qu'on choisit les bonnes métriques à suivre pour optimiser son site ou son application. Donc au programme, je vais vous présenter rapidement Emile pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais ensuite parler concrètement de qu'est-ce que c'est une métrique et qu'est-ce qui définit une bonne métrique. Et ensuite, je vais, donner des éléments de réponse à la question du webinar. D'abord en mettant du point de vue du contexte, puisque, évidemment, le choix des métriques dépend du contexte. Et ensuite, je vais vous parler du framework Growth qui s'appelle AARRR. Donc, si vous ne connaissez pas, de toute façon, je vais le représenter. Et ensuite, je vais parler concrètement des métriques un petit peu emblématiques de chacune des étapes de ce framework. À la fin, on devrait avoir 10 minutes ou un peu moins pour poser vos questions et moi je pourrais y répondre. Donc n'hésitez pas à le faire. Vous avez un petit onglet questions en bas sur lequel vous pouvez vraiment poser toutes vos questions. Alors, Émile, qu'est-ce que c'est? En fait, nous, on pense que tout le monde devrait faire de la data. La data, ça ne devrait pas être uniquement l'apanage des data analysts ou des data scientists. Et donc, on construit des programmes de formation qui sont extrêmement pratiques en partenariat avec les plus belles startups françaises. Pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, on a 4 programmes data qui sont sur le marché. C'est des programmes qui sont courts, puisqu'ils sont destinés euh, pour des actifs. Donc, les programmes font en moyenne entre 40 et 50 heures à travers des sessions le soir de 18h30 à 21h. Ils sont extrêmement pratiques, puisque nous, on fait de la classe inversée. C'est-à-dire que vous faites la théorie à la maison en asynchrone et vous pratiquez pendant les sessions de formation. Donc, 90% du temps total de la formation est dédié à la pratique. Et c'est des programmes qui sont extrêmement concrets, puisque on est le seul organisme de formation qui utilise des vraies données de startup et des vrais outils et des vrais use cases pendant la formation et qui vous permet, pendant vos projets de fin, de travailler sur vos propres données et vos propres problématiques. On a formé jusqu'ici un peu plus de 200 élèves, on a 20 intervenants au total, 15 entreprises partenaires donc pour les données ou pour les outils, une dizaine d'auteurs de programmes, et nos programmes sont en moyenne notés 9,4 sur 10, ce qui donne un NPS de plus 90, et ça j'y reviendrai un petit peu plus tard dans le choix des métriques, justement. Alors moi je m'appelle Thomas. Avant Emile, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Shaper. Shaper, c'est une application de networking qui permet à des professionnels de networker en swipant, comme sur Tinder. Et après, j'ai créé Emile donc, avec Paul, qui n'est pas là aujourd'hui. En parallèle de ça, j'ai une activité d'investisseur et aussi une activité de prof depuis assez longtemps, puisque j'interviens à l'incubateur HEC et au master XHEC Entrepreneur. Alors, il est possible que mon chat intervienne pendant la session, je suis désolé. Donc je suis tout seul chez moi, il est là. Donc si jamais ça arrive, ne vous inquiétez pas, je pourrai totalement continuer. Alors, rentrons dans le vif du sujet et définissons déjà ce qu'est une métrique. Une métrique, c'est une mesure de la réalité. Donc là-dedans, il y a deux choses à bien comprendre. Déjà, c'est une mesure. Donc une métrique, c'est forcément un chiffre, un nombre ou un pourcentage. La couleur jaune, c'est pas une métrique. Les retours de vos utilisateurs, donc les miscellanées que vous pouvez avoir quand vous faites des interviews utilisateurs, c'est pas non plus une métrique, c'est forcément un chiffre, d'accord? L'autre élément qui est très important à prendre en compte, c'est qu'une métrique, c'est une mesure de la réalité. En fait, la métrique, elle est là pour traduire en chiffres une réalité, et donc dans un contexte qui est le nôtre, la réalité, c'est une réalité business. Donc il faut toujours garder à l'esprit qu'une métrique, elle doit être ancrée dans le réel et elle a pour finalité de améliorer un business. On parle souvent de KPIs dans le milieu des startups et dans le milieu des entreprises au sens large. En fait, une KPI, c'est pas une métrique. Un KPI, c'est des métriques clés qui permettent d'évaluer la performance d'un process, d'un produit, d'une entreprise ou d'une équipe. D'accord? Donc en fait, les KPIs, c'est un sous-ensemble des métriques. D'accord? C'est-à-dire que c'est un peu les métriques les plus importantes dans un contexte donné. Attention aux gens qui disent qu'ils ont 50 KPIs dans leur entreprise, parce qu'en fait, ça, c'est totalement faux. Même d'avoir 50 métriques dans une entreprise, c'est totalement contre-productif. Ça, j'y reviendrai. Mais donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une métrique, c'est une mesure de la réalité, et qu'un KPI, c'est une métrique qui est clé et donc qui est vraiment censée dépeindre une réalité un peu macro d'une entreprise. Alors, qu'est-ce qui définit une bonne métrique? En fait, il y a 4 critères qui définissent vraiment une bonne métrique. D'abord, et c'est un petit peu en relation avec ce que je viens de dire, la métrique, elle est pertinente, donc elle doit être alignée avec vos objectifs et priorités du moment. Voilà. Si votre objectif en ce moment, c'est d'améliorer l'activation, comme on le verra dans le framework AARRR, ben en fait, potentiellement, le taux de conversion, c'est moins une métrique
qui est vraiment pertinente pour vous aujourd'hui. Une bonne métrique, c'est aussi une métrique qui est actionnable. Actionnable, puisqu'elle est ancrée dans le réel, la métrique, elle doit vous permettre, par son évolution ou par son résultat, de vous faire agir différemment. Voilà. Si vous suivez une métrique et que vous allez le voir, mais en fait, vous ne pourrez rien faire si vous mesurez votre métrique derrière, ce n'est pas une bonne métrique. Une métrique, même si c'est très évident, elle est mesurable, d'accord? Donc, dans quel cas, en fait, on peut un peu se lancer dans des chantiers de métriques non mesurables? Le premier, c'est vraiment d'aller chercher des métriques trop compliquées. Voilà. Ne partez pas dans des usines à gaz. Une métrique compliquée, c'est d'essayer de chercher le taux de conversion au premium des inscrits iOS au bout de 5 ans en France pour les hommes, par exemple. Il y a beaucoup trop de granularité, il y a beaucoup trop de complexité. Et en fait, une métrique, pour pouvoir la mesurer, il y a aussi beaucoup de techniques derrière. Donc que ce soit mettre en place un plan de tracking sur votre site ou que ce soit faire des requêtes SQL dans votre base de données. Et en fait, si vous partez dans des métriques trop compliquées, ça va être très compliqué de les calculer et ça va être très compliqué de les maintenir pour un résultat qui sera potentiellement assez faible. Donc attention de ne pas partir dans des métriques trop compliquées qui deviendraient du coup, qui seraient mesurables mais qui en fait seraient trop complexes à mesurer. Aussi, mesurable, ça veut dire de faire attention à la législation en vigueur. Vous le savez, le législateur, surtout en Europe, va vers plus de protection des données du consommateur, donc notamment via tout ce qui est RGPD. Donc faites attention à ne pas stocker des données qui pourraient vous poser des problèmes d'un point de vue législatif. Enfin, et là c'est un peu aussi le corollaire, une bonne métrique, c'est une métrique qui est comparable, puisque vous cherchez à mesurer des évolutions, et donc vous devez regarder un avant et un après. Alors, l'exemple typique des mauvaises métriques, c'est ce qu'on appelle les vanity metrics. En fait, les vanity metrics, c'est des métriques qui sont ni pertinentes ni actionnables. Alors, un des exemples emblématiques de ça, c'est le nombre d'utilisateurs si on se place dans le cadre du Product Analytics. Donc, le Product Analytics, la mission du Product Analytics, c'est en gros d'avoir un peu une approche scientifique du produit et d'essayer de mesurer des indicateurs produits pour améliorer votre produit. D'accord? Dans ce contexte-là, en fait, un nombre d'utilisateurs, ça n'a aucun sens puisque c'est ni pertinent ni actionnable. Avoir 300 000 utilisateurs, d'accord, mais est-ce que c'est bien comparé à avant? Est-ce que c'est bien comparé à vos concurrents et à votre business? Si vous êtes concessionnaire Ferrari et que vous vendez 200 000 euros, 300 000 euros une voiture, vous serez très certainement très heureux d'avoir 10 ou 20 clients à l'année. Si vous monétisez 10 centimes votre utilisateur à l'année, là, ce sera la catastrophe. Voilà. Est-ce que ces utilisateurs, ils sont vraiment actifs? Ça, c'est évidemment clé dans le product et dans le digital, mais vous pouvez avoir une base de données avec des millions d'utilisateurs. Si à la fin, vous en avez une centaine qui sont encore actifs sur votre produit et qui payent, pas très pertinent. Dans les modèles freemium, pareil. Est-ce que ces utilisateurs sont gratuits ou est-ce qu'ils sont premium? Et est-ce que s'ils sont gratuits, ils vont vraiment convertir au premium à un moment? Voilà. Donc, tout ça pour dire que si vous êtes dans un cadre Product Analytics, donc je rappelle que voilà, ça dépend du contexte, tout ça, avoir un 300 000 utilisateurs, c'est pas très pertinent. Ça peut être utile, bien sûr, si vous faites un reporting global au niveau de votre société pour mesurer l'évolution un petit peu de votre base d'utilisateurs, pourquoi pas. Et évidemment, c'est hyper intéressant pour de la com, puisque quand on dit qu'on a 300 000, 1 million, 2 millions d'utilisateurs et qu'on va communiquer dans la presse ou à des investisseurs, on assoit un petit peu sa crédibilité. Mais dans le contexte du Product Analytics, c'est relativement vain. Un petit conseil quand on manipule des métriques avant de passer au contexte. Une métrique, c'est une moyenne, d'accord? Donc, j'ai toujours un petit peu cette image qui fait sourire, mais dans une population où il y a 50% d'hommes et 50% de femmes, en fait, on pourrait dire qu'en moyenne, les gens ont une ovaire ou un testicule. Voilà. Vous serez d'accord avec moi que ça n'a aucun sens de dire ça, parce que c'est une moyenne. Donc, faites très attention quand vous suivez des métriques, puisque ce sont des moyennes, et le bon moyen de bien valider que cette moyenne veut dire quelque chose, c'est de réfléchir à l'écart type et la médiane. Donc l'écart type, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la mesure qui permet de mesurer l'écart moyen entre les échantillons et la moyenne, et la médiane, c'est la valeur qui va couper en deux votre échantillon. Il y aura 50% des gens qui seront en dessous de la médiane et 50% des gens qui seront au-dessus de la médiane. Voilà. Si vous avez une moyenne de 10 et un écart type de 10, potentiellement, vous savez que vous avez une population qui est
très inégalement répartis autour de la moyenne. Donc ça veut dire que la moyenne, elle dépeint une réalité qui est très 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 relative, et dans ces cas-là, il faut penser à segmenter. Voilà. Pensez bien à segmenter vos métriques à chaque fois que vous les suivez. Vous pouvez les segmenter par éléments démographiques. Là, par exemple, dans le cas des ovaires, si vous aviez séparé votre population entre les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, vous auriez très rapidement vu que la réalité est très différente. Vous pouvez segmenter par éléments techniques. Donc, si vous êtes sur une app, vous pouvez segmenter entre les utilisateurs iOS et les utilisateurs Android, sur le web entre les différents navigateurs. Et vous pouvez aussi segmenter par type d'utilisateur ou par utilisation. Par exemple, si vous êtes dans un modèle freemium comme Tinder ou Spotify, vous pouvez séparer les inscrits gratuits et les inscrits payants. Une autre manière de casser les métriques pour essayer de voir la réalité qui se cache derrière, c'est de les découper en mini-métriques. Voilà. Par exemple, ce que je mets à l'écran ici, alors c'est un petit peu petit pour vous, mais je vais vous le détailler. Dans un modèle freemium, on va souvent regarder le pourcentage de conversion au premium, c'est-à-dire sur 100 personnes qui se sont inscrites gratuitement, combien ont un moment passé au premium. En fait, si on réfléchit bien, cette métrique, c'est le produit de 3 métriques différentes, puisque pour passer au premium, il faut déjà voir la page de paiement. Donc en fait, c'est le pourcentage des utilisateurs gratuits qui ont vu au moins une fois la page de paiement, fois le nombre d'utilisateurs qui ont vu cette page de paiement et qui ont cliqué sur payer. Voilà, parce que vous pouvez très bien voir la page de paiement, et vous le savez certainement si vous vous occupez d'un produit digital, mais vous ne pouvez pas cliquer sur payer. Et parmi ceux qui ont cliqué sur payer, il faut suivre aussi le pourcentage de gens qui ont effectivement payé après avoir payé. À quoi ça sert ça? Si demain, votre pourcentage de passage au premium, il chute, potentiellement c'est dû à des éléments de segmentation qu'on a vus juste avant, mais aussi potentiellement c'est dû à un bug de paiement. Et dans ces cas-là, si vous découpez votre métrique en mini-métriques, vous verrez tout de suite que les deux premiers taux n'ont pas changé, mais c'est le taux des utilisateurs qui ont cliqué sur payer et qui ont effectivement payé qui a complètement chuté. Et là, vous pourrez investiguer, et là, vous pourrez utiliser les métriques à bon escient pour améliorer votre business. Maintenant qu'on a vu tout ça, le choix des métriques, il dépend du contexte. Alors, il dépend du contexte déjà de l'analyse. De manière globale, une analyse de données, quelle qu'elle soit, quand elle va utiliser des métriques, elle doit répondre à un besoin. Pour nous, il y a 3 grands types de besoins auxquels répond une analyse. Le premier type, c'est l'alerting. J'ai besoin d'être alerté en cas d'un problème dans mon service. Voilà. C'est l'exemple que je viens de donner, par exemple, avec la page de premium. Dans ces cas-là, par exemple, on va suivre les logs d'erreur dans un produit, si votre équipe de développeurs l'a mis en place. On va suivre un nombre d'abandons de panier, ce qui est l'équivalent de ce que j'ai dit tout à l'heure. Et même dans la vie courante, en fait, un monitoring d'alerting, finalement, c'est les signaux d'alerte sur votre tableau de bord dans votre voiture. Voilà. Quand vous avez un voyant orange ou rouge qui apparaît sur votre tableau de bord de la voiture, c'est une alerte, il faut le faire quelque chose. Donc c'est un certain type de dashboard, on va dire, d'alerting. L'autre type, et c'est celui qui est le plus souvent développé et connu par les gens, c'est le monitoring. Donc là, c'est je veux pouvoir suivre facilement les performances de mon service. D'accord? Donc là, ça peut être le dashboard d'un COMEX, d'un comité de direction dans une entreprise qui va suivre un petit peu les chiffres macro de l'entreprise. Ça peut être, si vous faites du marketing, le tableau de suivi des campagnes Facebook Ads, Google Analytics, ce genre de choses. Et si, pareil, dans la vie courante, vous avez investi dans les cryptos quand ça marchait encore bien, c'est la page d'application, la page d'accueil de votre application de crypto, où vous voyez d'un coup d'un seul la performance de votre portefeuille et ce genre de choses. Enfin, il y a ce qu'on appelle les analyses deep dive, et donc là, c'est je veux trouver la réponse à une question hypothèse. Donc là, j'ai identifié un problème ou j'émets une hypothèse sur un comportement dans mon application ou mon site, et je vais faire une analyse spécifique pour essayer de creuser un petit peu ma question ou mon hypothèse. C'est le cas d'un A/B test, par exemple, ou dans la vie courante, pour ceux qui utilisent Spotify, c'est les analyses de votre écoute à l'année, le 2001 Wrapped. À ce sujet, si les problématiques un petit peu de dashboard et de visualisation vous intéressent, on a fait un webinar récemment, et je vous enverrai la présentation si vous le souhaitez pour que vous puissiez le retrouver. Du coup, pour revenir dans le cadre des métriques, les métriques et les bonnes pratiques, elles vont dépendre de la finalité de votre analyse. Pour l'alerting, les bons,
les deux bonnes pratiques à avoir en tête quand on veut faire de l'alerting et donc suivre des métriques d'alerting, c'est de penser funnel et taux de conversion. C'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Le funnel, donc les différentes étapes par lesquelles va passer votre utilisateur dans votre produit et les taux de conversion entre chacune de ces étapes, c'est un élément très important pour pouvoir faire de l'alerting. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Si vous vous rendez compte que le taux de paiement par rapport aux gens qui ont cliqué sur payer, donc le taux de conversion de l'étape j'ai cliqué sur payer, j'ai effectivement payé, chute, c'est un excellent indicateur d'un potentiel problème dans votre produit. Les autres métriques très importantes pour l'alerting, c'est tout ce qui va avoir rapport au support client. Voilà. Si vous avez d'un coup une augmentation terrible du nombre de tickets dans votre support client, a priori, c'est qu'il y a un problème dans votre produit et donc c'est une super métrique pour faire de l'alerting. Pour le monitoring, 2 éléments à prendre en tête. Le premier que j'avais dit tout à l'heure avec les KPIs, mais qui est très important, c'est le fait que less is more. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour faire du monitoring efficacement, il faut qu'il y ait peu d'indicateurs par définition. Si vous cherchez à faire du monitoring hebdomadaire sur votre business ou dans votre équipe marketing et que vous avez 50 métriques, vous pouvez être certain que personne ne suivra rien. Voilà. Avoir peu de métriques pour faire du suivi, ça a 2 principales vertus. La première, c'est que ça permet facilement de communiquer à ses équipes et d'aligner les intérêts de l'équipe dans la vue d'une amélioration commune de quelques indicateurs. Et l'autre chose dont j'ai déjà parlé, c'est que en faisant ça, vous limitez le coût de maintenance en fait du calcul de métriques. Et ça, c'est très important parce que le monitoring, vous voulez potentiellement le faire tous les jours ou toutes les semaines, et donc vous avez besoin que les chiffres soient fiables et réguliers dans le temps. Si vous avez beaucoup d'indicateurs, ça sera difficile à maintenir, en tout cas, ce sera cher, et donc c'est moins productif. L'autre chose à prendre en tête pour le monitoring, c'est que à chaque situation et à chaque élément monitoré, c'est métrique. Voilà. Dans une même entreprise, vous pouvez avoir des dashboards de monitoring avec des métriques très différentes suivant que vous vous placiez au niveau du COMEX. Le COMEX, il va avoir envie d'avoir des indicateurs très macro sur l'entreprise. L'équipe marketing, elle va avoir quasiment exclusivement des indicateurs marketing. Pareil pour l'équipe produit, pareil pour l'équipe financière, etc. Donc faites attention, il n'y a pas de métrique universelle à part le chiffre d'affaires et la marge. Et même au sein d'une entreprise, ça va changer suivant les équipes. Pour l'analyse deep dive, en revanche, comme vous êtes sur une analyse qui est spécifique à un besoin et une question donnée, vous pouvez vraiment aller beaucoup plus loin dans les indicateurs, donc potentiellement suivre plus d'indicateurs et surtout suivre des indicateurs qui sont un peu plus spécifiques puisque vous cherchez à répondre à une question ou à valider une hypothèse. D'accord ? Attention en revanche, et donc c'est lié, quand vous faites de l'analyse deep dive en data analyse, il faut toujours penser hypothèse et métrique. Voilà. Nous, on le voit très souvent dans nos programmes. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui se dit je vais un petit peu explorer les données pour voir comment c'est, et puis je trouverai un petit peu comment ça va se faire l'analyse. Ça, c'est c'est l'assurance de se perdre dans les données et de ne jamais ressortir de vrais indicateurs de votre analyse. Donc, si vous faites une analyse deep dive, essayez d'adopter une approche scientifique. Et une approche scientifique, qu'est-ce que c'est? C'est j'émets une hypothèse. Cette hypothèse, je vais pouvoir la confirmer ou l'infirmer parce que telle ou telle métrique vont évoluer dans un sens ou un autre. Et une fois que vous avez fait ce travail préalable, vous partez dans l'analyse et dans la partie un petit peu technique. Un autre élément qui peut être intéressant pour choisir cette métrique, donc, c'est le fameux framework AARR. Donc, le framework AARR, il décrit les grandes étapes macro du funnel de l'utilisateur dans n'importe quel service. Donc, c'est originalement créé pour des outils digitaux, mais en fait, on pourrait utiliser ça aussi pour des boutiques physiques sans problème. Et il a été popularisé dans les années 2000 par Dave McClure, qui est le créateur de l'incubateur 50 Startups. Donc, les différentes lettres de ce framework, ils décrivent les 5 étapes par lesquelles vont passer quasiment tous les utilisateurs dans tous les business. D'accord ? La première, c'est l'acquisition. Donc, vous connaissez. L'acquisition, c'est tout ce qui se passe avant que l'utilisateur ne soit utilisateur. Donc, avant d'arriver sur votre site ou votre application, c'est tout ce que vous allez mettre en place pour attirer un utilisateur, finalement, d'un point de vue communication et marketing sur votre service. Ensuite, il y a l'activation. Donc, c'est celui qui est le moins connu, mais qui est vraiment important.
L'activation, c'est deux choses, ça va dépendre un petit peu des business. Normalement, l'activation, dans la manière dont est fait le framework, c'est le moment où l'utilisateur va connaître sa première expérience positive de votre produit ou de votre service. Nous, par exemple, chez Shaper, on était une app donc, de swipe comme sur Tinder et de match. Et donc, pour nous, l'activation, finalement, c'est le moment où l'utilisateur il a son premier match. Puisque, en fait, le but de notre service, c'est de faire se rencontrer les gens. Et pour qu'ils se rencontrent, il faut qu'ils matchent entre eux. Donc, on définissait l'activation comme le moment où la personne avait son premier match. Chez Facebook, par exemple, les ingénieurs de Facebook se sont rendus compte qu'à partir si vous aviez 7 amis dans votre réseau Facebook au bout d'une dizaine de jours d'utilisation, en fait, c'était le moment où vous étiez vraiment activé et que vous alliez rester sur le long terme sur Facebook. Donc, l'activation, c'était ça l'expérience positive de Facebook. Ça peut être aussi, donc ça, c'est une définition qui est un peu moins limitante, ça peut être le moment où vous récupérez un moyen de recontacter la personne. Donc ça va surtout être vrai dans le B2B, parce qu'on a souvent des logiques de récupération de leads en proposant des livres blancs, en s'inscrivant à un webinar comme aujourd'hui, par exemple. Dans certains business, on peut considérer que c'est un moment où la personne est un peu activée, puisqu'elle a émis un premier intérêt pour ce que vous faites au sens large. Ensuite, il y a la rétention. Donc, l'utilisateur est activé, et à ce moment-là, vous voulez qu'il revienne souvent sur votre service. Alors, ça, c'est vrai dans quasiment tous les business, mais je reprends le concessionnaire Ferrari. Le concessionnaire Ferrari, une fois que vous avez acheté votre Ferrari, il est très content. Et puis, si vous ne revenez pas acheter 4 Ferrari dans le mois, enfin, il préférerait évidemment que vous achetiez 4 Ferrari par an, mais globalement, il est content quand vous avez acheté la première fois. Vient ensuite le referral. Donc là, c'est le moment où l'utilisateur, il aime tellement votre produit et votre service qu'il va en parler autour de lui. Alors, il y a deux facteurs clés qui font que le referral va arriver, d'accord. Et les gens, souvent, ils omettent une ou l'autre des parties, malheureusement. Évidemment, pour que les gens y réfèrent votre produit, il faut qu'il soit sympa. Donc, la qualité de votre service, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est toutes les mécaniques de referral que vous allez mettre en place. Donc là, l'exemple emblématique, c'est Boursorama. Si vous êtes chez Boursorama, vous recevez toutes les 4 semaines un mail comme quoi, si vous parrainez quelqu'un, vous gagnez 130 € et la personne gagne 130 €. Bon, ça, c'est une mécanique de referral qui fonctionne toujours très bien. Enfin, évidemment, on est souvent quand même dans un cadre où on veut que l'entreprise gagne de l'argent, donc on arrive à l'étape revenu, et donc c'est le moment où la personne paye et que vous souhaitez un petit peu maximiser les revenus de cet utilisateur. L'intérêt de tout ça, c'est que quand vous êtes sur une page blanche ou quand vous voulez un petit peu prendre du recul, ça permet de vous y retrouver globalement, d'accord, et de définir des métriques par étape, d'accord. Ça va aussi vous permettre de définir un petit peu des focus que vous allez avoir dans votre produit, ok. Peut-être qu'à un moment, vous allez beaucoup plus axer sur l'activation. Moi, c'est notamment ce que je conseille aux jeunes entrepreneurs que je vois à l'incubateur HEC, c'est de dire, avant d'envoyer des euros pour faire de l'acquisition, il faut bien t'assurer que l'activation, la rétention et le referral, à minima, sont bien rodés, puisque plus tu vas ramener de gens, et si ces étapes-là sont bien mises en place, plus ça va avoir des effets bénéfiques à la fin sur les revenus. Attention, bien sûr, c'est un framework théorique, d'accord. Il ne faut pas prendre les choses au pied de la lettre. Par exemple, les étapes de ce framework, elles ne s'adaptent pas forcément à tous les business. Si vous avez un business comme Netflix, par exemple, Netflix, pour utiliser Netflix, il faut payer forcément. Donc, en fait, l'étape revenu, elle est beaucoup plus haut. Et c'est une fois que la personne a commencé à payer que Netflix va réfléchir aux problématiques de rétention. Et donc, c'est pour ça que Netflix investit énormément en contenus originaux pour que les gens restent longtemps dans leurs produits. Si vous faites du Product Analytics, donc si votre but aujourd'hui, c'est d'optimiser votre site et votre app, sachez quand même que la partie acquisition, donc le premier A, globalement, vous vous en occupez relativement peu. Du coup, maintenant qu'on a un peu défini les différentes étapes, très rapidement, je vais vous donner les grandes métriques emblématiques de chacune des étapes. Alors, elles s'adapteront à beaucoup de business, mais pas à tous. Et puis, vous aurez aussi certainement des métriques qui sont spécifiques. Donc, si vous voulez d'ailleurs en parler en question, n'hésitez pas, on aura un peu de temps à la fin. Pour l'acquisition, je passe assez rapidement, mais la métrique emblématique de l'acquisition, c'est le coût d'acquisition. Voilà, donc c'est le montant moyen qu'il vous faut dépenser pour ramener un utilisateur. Je pense que vous connaissez. J'ai mis un petit test là-dessus parce que ce que les gens appréhendent un peu moins, c'est qu'il n'y a
autant de coûts d'acquisition que de types d'utilisateurs dans votre produit. Un bon exemple de ça, c'est Airbnb, par exemple. Airbnb, c'est une marketplace. Donc Airbnb, c'est une entreprise qui met en relation des propriétaires d'appartements et des gens qui veulent les louer, d'accord? Donc il y a deux types d'utilisateurs dans la plateforme Airbnb, et comme il y a deux types d'utilisateurs, en fait, il y a deux coûts d'acquisition différents. L'exemple, enfin, ce qui nous permet un petit peu aussi de voir ça en termes de coûts d'acquisition, c'était qu'avant, Airbnb aussi avait une politique de referral où si vous référiez quelqu'un, vous gagnez de l'argent. Et en fait, vous aviez des récompenses différentes suivant que vous recommandiez des gens qui allaient mettre leur appartement sur le site et qui allaient effectivement le louer. Alors de mémoire, c'était 150 ou 200 euros par personne parrainée. Et si vous parrainiez pardon, quelqu'un qui allait juste louer des appartements, c'était 50 euros. Deux types d'utilisateurs, deux coûts d'acquisition différents et donc deux montants différents pour la partie referral. Et pourquoi les montants étaient très différents? Parce que évidemment, Airbnb gagne beaucoup plus d'argent en moyenne avec un propriétaire, puisque une fois que vous mettez votre appartement sur Airbnb, potentiellement vous allez louer beaucoup de fois dans l'année, alors que quelqu'un qui va louer sur Airbnb va faire plusieurs voyages dans l'année, mais il rapportera moins d'argent à Airbnb qu'un propriétaire. Sur l'activation, pas mal d'indicateurs un petit peu emblématiques. Donc, le nombre de pages vues par utilisateur ou par session, ou le temps passé sur le site par utilisateur ou par session. Ça, par exemple, c'est assez emblématique des médias. Voilà, si moi j'étais data analyst chez Le Monde, une des métriques que je pourrais regarder éventuellement pour savoir si quelqu'un est activé, c'est le nombre de pages vues par utilisateur sur une période donnée. Si quelqu'un regarde 5-6 articles par semaine sur Le Monde, on peut considérer qu'il est clairement activé sur le site. J'en ai parlé tout à l'heure, mais si on considère que l'activation, c'est le moment où on récupère un lead, évidemment, les taux d'inscription à des newsletters, à des comptes gratuits, à des webinars ou à des livres blancs, ce genre de choses, c'est un indicateur d'activation. Le taux de rebond sur un site, c'est un indicateur négatif d'activation, dans le sens où si vous avez un taux de rebond qui est important, potentiellement, c'est qu'en moyenne, vous activez relativement peu les gens. Le time to aussi, c'est très important pour l'activation, puisque l'activation, en fait, il y a deux éléments qui vous intéressent. Ce qui vous intéresse, c'est d'activer le maximum de gens, donc c'est pour ça qu'on raisonne en taux. Vous voulez qu'il y ait, dans le meilleur des mondes possible, vous voulez qu'il y ait 100% des gens, donc 100 utilisateurs sur 100 qui viennent sur votre site que vous activez, mais vous voulez aussi les activer le plus vite possible. Voilà. C'est ça que le time to est important. Si vous avez quelqu'un qui vient sur votre site une première fois et que vous l'activez dans un an, cette personne-là, elle a moins de valeur, toute proportion gardée, que quelqu'un que vous allez activer en une semaine. Donc, le time to client, le time to sell, ce genre de choses, c'est des éléments très importants d'activation. Pour le e-commerce, un bon indicateur aussi d'activation, c'est l'ajout au panier. C'est notamment un bon indicateur parce qu'avec les logiques de retargeting, si quelqu'un ajoute un élément au panier, vous avez potentiellement la possibilité de le retargeter en marketing pour après le faire devenir client. Sur la rétention, j'enfonce une porte ouverte, mais l'indicateur emblématique de la rétention, c'est la rétention, justement. La rétention, c'est un indicateur qui mesure la proportion de votre service à retenir ses clients dans le temps. Donc, comment est-ce qu'on calcule ça? On fait des analyses en cohorte, on regarde sur 100 inscrits à une période, à un moment donné, combien sont encore actifs 1 mois après, 3 mois après, 6 mois après, 12 mois après. Voilà. Si vous avez des questions sur la rétention aussi, n'hésitez pas. Le pendant un petit peu, je vois le verre à moitié vide de la rétention, c'est le churn. Le churn, c'est l'opposé de la rétention. Et donc là, plutôt que de raisonner sur combien de personnes j'arrive à garder dans mon service, avec le churn, on va raisonner sur combien de personnes je perds sur mon service. Et en gros, c'est exactement la même chose. Pour le e-commerce, tous les indicateurs d'upsell sont intéressants, et notamment le nombre d'achats moyens par personne. Évidemment, c'est un bon indicateur de rétention sur un site de e-commerce, puisque si vous avez un nombre d'achats moyens qui augmente par cohorte sur votre site de e-commerce, c'est bien sûr que vous arrivez à retenir et à créer de la récurrence d'achat. Le referral, donc, je partage le produit à l'extérieur. Là aussi, l'indicateur emblématique, c'est le NPS. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'en parlais pour Émile au début. Nous, un NPS de plus 90. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un NPS de 90? C'est qu'il y a 90% des gens qui vont globalement recommander notre service. C'est-à-dire que quand on leur demande sur une échelle de 1 à 10, à quel point seriez-vous prêt à recommander Émile, en fait, la proportion de gens, en fait, nous, on a 90% de gens qui nous mettent entre 9 et 10, globalement.
Comment ça se calcule le NPS? En fait, vous prenez la proportion de gens qui ont mis entre 9 et 10 et vous allez soustraire la proportion de gens qui ont mis entre 1 et 6. Parce que les gens qui ont mis entre 9 et 10, on dit que c'est des advocates, donc c'est des gens qui vont porter votre produit. Et les gens qui ont mis entre 1 et 6, on considère que c'est des détracteurs. Et donc, en fait, c'est des gens qui, au mieux, ne vont pas parler de votre produit, ou au pire, vont en dire du mal. Voilà. Et on enlève les 7-8 parce qu'on considère qu'ils sont neutres. Donc un NPS, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un NPS, ça va de moins 100. Donc là, c'est tout le monde ne recommande pas votre produit. Donc là, c'est très problématique. À plus 100, où là, c'est tout le monde recommande votre produit. Un autre indicateur intéressant, c'est le pourcentage d'acquisition sur du bouche à oreille. Si, comme sur Émile, vous demandez aux gens où est-ce qu'ils ont connu Émile, vous pouvez mesurer le pourcentage de gens qui viennent sur du bouche à oreille, puisque ça, évidemment, c'est un super indicateur de referral, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui parlent de votre produit et de votre service à l'extérieur. Nous, par exemple, sur Émile, on est à quasiment 30% de nos apprenants qui viennent par du bouche à oreille. Et enfin, il y a le tristement célèbre avec la Covid taux de viralité. Voilà. Le taux de viralité, il a été très utilisé notamment dans les réseaux sociaux. Et c'est le nombre d'utilisateurs inscrits suite à une invitation divisé par le nombre de nouveaux utilisateurs. Voilà. Quand vous avez un taux de viralité qui est supérieur à 1, comme la vague Omicron en France récemment, en fait, vous avez une croissance exponentielle parce que chaque nouvelle personne qui vient sur votre service va rajouter un peu plus d'une personne à son tour. Voilà. Et donc ça, c'est notamment ce qui a expliqué la croissance exponentielle de Facebook, puisque dans Facebook, il y avait intrinsèquement un mécanique de referral, puisqu'il fallait ajouter ses amis pour pouvoir avoir un réseau et pour pouvoir profiter du service. Enfin, sur les revenus, les deux gros indicateurs les plus utilisés dans le monde du digital au sens large, c'est la LTV. La LTV, c'est la lifetime value. Donc la lifetime value, c'est le revenu moyen que va rapporter un utilisateur dans le temps. Alors pourquoi dans le temps? Mais c'est extrêmement important puisqu'il y a beaucoup de business models dans le digital qui reposent sur un modèle d'abonnement. Donc en fait, vous ne voulez pas non seulement que les gens convertissent en fait au premium, mais vous voulez qu'ils restent longtemps abonnés au premium, puisque c'est ça qui va faire après que votre business va bien se porter. Et dans le B2B, on va raisonner sur les revenus récurrents, puisque les modèles B2B sont, eux, dans le digital, dans la quasi-totalité aujourd'hui, sur un modèle d'abonnement. Donc le MRR, c'est les Monthly Recurring Revenue, donc les Monthly Recurring Revenue, pardon. Donc c'est les revenus récurrents mensuels d'une entreprise. Et l'ARR, c'est le pendant annuel, donc c'est les revenus récurrents à l'année pour un service. Je finis, maintenant je vais prendre vos questions, mais juste pour vous donner un petit peu de contexte, en fait, ce webinaire, c'est un extrait un petit peu remodifié d'un cours de notre programme Tracking and Product Analytics. Donc, c'est un programme qu'on a lancé qui vous permet, en fait, si vous travaillez sur un produit, de construire et réfléchir aux indicateurs que vous devez suivre dans votre service, mettre en place un plan de tracking pour ensuite, justement, pouvoir mesurer ces indicateurs, notamment avec Google Tag Manager, et ensuite, on vous apprend à analyser les résultats et à avoir un petit peu des insights en utilisant Google Analytics et en utilisant Amplitude. Voilà. Les plus, très rapidement sur ce programme, vous pouvez travailler sur vos propres problématiques à la fin. Donc, vous venez avec une problématique, on vous forme, et à la fin, vous pouvez travailler sur vos propres données. Et nos auteurs et les profs de ce programme, ils viennent de super startups, comme vous pouvez le voir à l'écran. On a une formation qui commence la semaine prochaine, et on a eu, à cause d'un problème de financement de l'État, un désistement à la dernière minute d'une entreprise. Donc, si vous vous inscrivez pour la semaine prochaine, on offre une remise spéciale de 400 € sur le service. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, vous avez ici mes coordonnées et je vais prendre sur les 10 dernières minutes vos questions. Ok, alors je suis victime d'un bug sur Livestorm. Je ne peux pas voir vos questions. Donc, est-ce que vous pourriez me reposter vos questions dans le chat, s'il vous plaît? Il y avait 5 questions, je crois. Est-ce que vous pouvez me les reposter dans le chat, s'il vous plaît? Alors, merci Nayel. Alors, comment ça marche concrètement la rétention? Donc, la rétention, c'est, comme je le disais, donc, on suit pour des inscrits
la propension du service à retenir ses clients. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue métrique? Ça veut dire qu'on va prendre des utilisateurs qui sont inscrits à un moment donné, donc on va appeler ça une cohorte d'inscription. Par exemple, les utilisateurs qui sont inscrits en janvier 2022, voilà. On va prendre ce groupe de personnes et ensuite on va regarder dans le temps, parmi ces personnes-là, combien ont été encore actives entre le jour 1 et le jour 30, d'accord? Donc ça veut dire que en fait, vous êtes revenu en gros le premier mois sur le service. On va prendre le nombre de gens qui ont été au moins une fois actifs, donc entre le jour 1 et le jour 30, et on va le diviser par le nombre d'inscrits, et ça va donner un taux, ça va donner le taux de rétention. Voilà. Un très bon service comme Facebook, il a un taux de rétention à un mois qui est supérieur à 80%, par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 100 personnes qui s'inscrivent à un moment donné, il y en a 80 qui sont actifs, encore une fois, entre le jour 1 et le jour 30, etc., etc. Donc, la rétention, ça se comprend sur un horizon temporel. Voilà, donc on peut calculer des rétentions mensuelles, on pourra calculer des rétentions hebdomadaires. Donc là, on va regarder entre le jour 1 et le jour 7, entre le jour 8 et le jour 14, etc., etc. Et même en rétention journalière. La rétention journalière, un business qui va souvent regarder ça, c'est les jeux mobiles. Les jeux mobiles, ils essayent de faire en sorte que vous soyez actifs un petit peu tous les jours. Donc, ils vont regarder, OK, sur 100 personnes qui s'inscrivent en jour 0, combien ont été actives en jour 1, en jour 2, en jour 3, en jour 4, etc., etc. Alors, Mathieu, si on prend l'exemple de PayFit, alors, yes, pour PayFit. Alors, moi, je pense que pour PayFit, effectivement, comme tu le dis, c'est une obligation légale. Donc, en gros, à partir du moment où tu prends un compte sur PayFit, les gens, ils doivent utiliser, entre guillemets, PayFit pour faire la paye, hein, puisque c'est une obligation légale. Donc, moi, si j'étais PayFit, en gros, l'activation, je me dirais qu'en fait, c'est le moment où la personne a créé son compte PayFit et a effectivement ajouté ses employés dans la plateforme, parce que je pense que comme dans tous les produits, il y a des gens qui commencent à prendre un abonnement et en fait, qui ne mettent pas vraiment leurs employés, donc ils payent un petit peu par mois, mais pas grand-chose. Donc ça c'est pas intéressant pour PayFit. Oui, ça fait du revenu un petit peu récurrent d'avoir 200 euros par mois, mais en fait, ce que veut PayFit, puisque son business model, il est lié au nombre d'employés sur la plateforme, c'est qu'il veut que tous les employés de l'entreprise soient sur PayFit. Voilà. Donc moi, en activation, je regarderai ça, je regarderai le pourcentage de gens qui ont créé un compte, qui ont effectivement ajouté des employés. Je regarderai aussi, si j'ai la stat, le pourcentage des employés de l'entreprise qui sont effectivement migrés sur PayFit. Si ça se trouve, vous avez des entreprises qui vont migrer une partie des services sur PayFit. Et donc, en fait, vous aurez que 10% de la masse salariale globale de l'entreprise qui sera effectivement sur PayFit. Donc ça, c'est pas bon pour PayFit. Et ensuite, je me cantonnerai vraiment aux métriques de rétention, là pour le coup, puisque ce qui va vraiment après être le juge de paix, c'est qu'il ne faut pas que la personne qui utilise PayFit passe chez un concurrent. Et donc là, je regarderai beaucoup la rétention, en fait, de mes utilisateurs. Alors ça là, ouais, effectivement, l'activation, ça correspond aussi au aha moment. Donc le aha moment, c'est ce qui a été théorisé pour Facebook. Donc c'est le moment où la personne a vraiment la première expérience un peu waouh de votre service et se dit, OK, là, c'est super le service, j'ai bien compris à quoi il sert. Donc je vais rester, et je vais rester très longtemps. Pour info, par exemple, pour Facebook, là, je donnais la stat tout à l'heure. En fait, ils se sont rendus compte que la rétention long terme des gens qui avaient 7 amis dans les 10 premiers jours était vraiment extrêmement plus importante que la moyenne de la base. Donc, l'activation dans cette acceptation-là, c'est effectivement le aha moment. Le truc qu'il faut faire attention avec l'activation, c'est de ne pas avoir des critères trop restrictifs parce que vous voulez quand même avoir suffisamment de matière pour pouvoir avoir des actions et comparer des chiffres entre eux. Et donc, si vous avez une définition trop restrictive et qu'en fait, il n'y a que 1% des gens qui sont actifs, qui sont activés, pardon, selon votre définition, en fait, vous ne pourrez pas vraiment faire d'analyse derrière. Donc, c'est un petit peu un juste milieu. On pourrait même raisonner sur deux activations différentes si on voulait vraiment creuser et se dire, bon, ben, il y a une activation euh, faible, on va dire, et une activation forte, et un petit peu regarder les deux. Alors Tristan, est-ce que tu appliques minutieusement le framework AARR à Emile? Alors non, parce que nous, on n'a pas vraiment encore un business de masse, c'est-à-dire que on a beaucoup d'inscrits, on est très content de ce qui se passe avec Emile, mais on n'est pas dans une situation où on a 10 000 personnes qui veulent s'inscrire tous les mois.
Le framework AARR, il est vraiment là quand tu commences à vraiment passer un cap dans la partie analyse, selon moi. Et donc, moi, c'est plutôt maintenant un truc qui est intégré à ma manière de penser quand je réfléchis à n'importe quel business. Et donc, je vais le penser de manière, comment dire, je vais le penser de manière naturelle, mais sans forcément le formaliser, parce que je l'ai énormément appliqué à beaucoup, beaucoup de cas. Euh, Ça n'empêche que pour le referral, si, on fait quand même des choses. Donc, nous, maintenant, ce qu'on fait pour le referral, déjà, on mesure donc, les indicateurs que je vous ai décrits. Donc, on mesure, nous, le NPS et on mesure le pourcentage de l'acquisition qui vient sur du bouche à oreille. Voilà. Parce qu'on pense que le meilleur vecteur de marketing de notre formation à la fin, c'est les gens qui sont contents de l'avoir faite et que ça leur a servi à quelque chose surtout. Et pour pousser un petit peu le referral, ce qu'on a mis en place récemment, en fait, on a mis en place une mécanique de mail à la fin de la formation où on propose aux gens de poster sur LinkedIn, de mettre Émile sur leur LinkedIn pour que ce soit bien visible de gens. Et aussi, on va leur proposer maintenant une réduction sur des futures formations, puisqu'on a de plus en plus de gens qui font plusieurs formations Émile. Donc, en fait, ce qu'on leur dit, c'est que si vous référez quelqu'un qui s'inscrit, la personne qui s'inscrit a une réduction de 100 euros et vous, si vous vous inscrivez de nouveau à Émile, vous avez aussi une réduction de 100 euros. La North Star métrique d'un produit, est-ce qu'elle doit être pensée comme une métrique de rétention uniquement? Alors, la North Star métrique d'un produit, c'est le KPI ultime, puisqu'en fait, c'est censé être le KPI qui est vraiment justement l'étoile du Nord, quoi, le seul truc que vous devez suivre. Et donc, dans le cadre du produit, Mathieu, alors, en fait, il y a des business qui n'ont pas d'enjeu de rétention. Donc, par exemple, à Emile, il n'y a pas d'enjeu de rétention, en fait, parce que, en fait, quand vous vous inscrivez à Emile, vous payez. Nous, on s'assure pendant la durée de la formation que vous ayez la meilleure expérience possible. Mais en gros, après la formation, enfin, oui, vous avez accès encore au contenu en asynchrone, c'est-à-dire que vous avez accès aux mises à jour des cours, des trucs comme ça. Mais après, en fait, nous, l'enjeu, ça va potentiellement de faire de l'upsell avec toi pour te proposer de faire un autre service, mais c'est pas vraiment de la rétention au sens strict du terme. C'est-à-dire que nous, par exemple, la North Star produit des 1000, c'est le NPS. Voilà. C'est de dire, OK, est-ce que les gens sont vraiment contents en moyenne de leur expérience Émile? Et on a des exigences très fortes sur les expériences pédagogiques. Donc, on a un NPS de 90 qui est excellent. Et donc, on veut vraiment se faire en sorte que cet indicateur ne bouge pas. Voilà. Donc, je pense que c'est souvent un indicateur important. Ou alors aussi, tu peux raisonner, tu peux mixer les revenus et la rétention avec la lifetime value. Puisque la lifetime value, comme elle mesure les revenus moyens d'un utilisateur dans le temps, il y a une notion de revenu, mais il y a aussi une notion de rétention, puisqu'il faut que les gens restent très longtemps dans ton service pour que ça marche. Et donc ça pourrait être une super North Star métrique pour du produit. Je finis là-dessus, du coup, il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup. Mais alors, des exemples de KPIs pour Shaper. Bah, nous, au COMEX, par exemple, on suivait le nombre de nouveaux inscrits, puisque je vous l'ai dit, d'un point de vue COMEX, pour suivre un petit peu l'évolution globale, et nous, on suivait mois par mois, et semaine après semaine, ça donnait un bon indicateur de la santé de l'entreprise, puisque nous, on avait un business un petit peu de masse. On suivait la rétention mensuelle, la lifetime value, le coût d'acquisition, puisque quand tu mesures le coût d'acquisition et la lifetime value, en fait, tu as tout de suite une image de la rentabilité par utilisateur de ton service. Voilà. Si la lifetime value, elle n'est pas bien supérieure au coût d'acquisition, ça veut dire qu'en fait, tu perds de l'argent pour chaque inscrit sur ta plateforme. Et on suivait aussi, je l'ai perdu, oui, on suivait aussi pour l'activation le pourcentage de matchers, c'est-à-dire qu'on regardait pour 100 inscrits sur la plateforme Shaper, combien à un moment avait un match, puisque ça, c'était notre indicateur d'activation. Ouais, donc au niveau du COMEX, on avait ces 5 indicateurs-là. Alors, sporadiquement, il pouvait y en avoir d'autres, mais c'était ceux qu'on allait regarder vraiment spécifiquement toutes les semaines. Et s'il y avait des évolutions anormales, on pouvait discuter avec les équipes de produits, marketing ou que sais-je, pour aller un petit peu creuser. Il est 17, j'ai dépassé que 2 minutes. Merci à tous d'être venus, c'était super. Merci pour vos questions qui étaient super pertinentes. Le webinaire sera en replay après. Donc, on vous enverra le replay si vous voulez le revoir ou si vous avez raté une partie. Et on vous enverra aussi la presse à un moment si vous voulez avoir un petit peu le support pour la suite.
N'hésitez pas si vous avez des questions sur des métriques ou sur Emile plus tard, et à bientôt.